Alors, chapitre 5, mémoire cache. Donc, pour commencer, prenons un exemple de l'utilisation d'un être humain dans son travail. Une personne qui travaille avec des documents sur un bureau. Elle pourrait avoir besoin d'autres informations qui n'existent pas à côté de sa main, c'est-à-dire sur son bureau, et donc elle va la chercher dans la bibliothèque qui a plus d'informations que les documents qui sont posés sur le bureau. Donc pour faire l'équivalence, la personne elle est équivalente à un microprocesseur, la bibliothèque elle est équivalente à la mémoire centrale de l'ordinateur parce qu'elle comprend beaucoup d'informations, elle est de grande taille, et les informations qui sont sur le bureau, ça correspond à la mémoire cache. Donc c'est une mémoire de petite taille, mais qui est plus rapide que la mémoire centrale. C'est sûr et certain que les informations sur le bureau, la personne, elle en a accès plus rapidement que d'aller les chercher dans la bibliothèque. Ça, c'est une généralisation pour comprendre le phénomène. Alors maintenant, je souligne une autre chose. Pourquoi la mémoire cache, elle est de petite taille? Parce qu'elle est composée d'éléments que vous connaissez déjà, et bascules. Les bascules, ce sont des éléments qui sont chers. Alors que la mémoire centrale, elle est composée de condensateurs. Les condensateurs, ce sont des éléments qui sont moins chers, beaucoup moins chers. Mais malheureusement, ces condensateurs, ils ont besoin de rechargement perpétuel dans le temps. Donc, c'est ce qui fait que l'accès à la mémoire centrale, il est plus long que l'accès à la mémoire cache. Les différentes mémoires qui existent dans une machine, donc il y a le microprocesseur qui a une petite mémoire cache à son intérieur, qui est composée de registres et dont le temps d'accès est très faible, qui est 5 nanosecondes. Pour le cache, c'est 10 à 12 nanosecondes. Donc le cache ici, il est de plus grande taille que le cache intérieur au microprocesseur, mais il est un petit peu plus long. Et ça va de soi pour la RAM aussi et le disque dur aussi. Comment on recherche donc une information dans le cache? Il y a un microprocesseur, il y a notre cache ici, qui comprend déjà des informations, et il y a la mémoire centrale. D'accord? Donc ici, on va rechercher par exemple une information XN dans le cache. Donc on voit bien que XN n'existe pas ici dans le cache. Qu'est-ce qui va se passer? Le microprocesseur va demander, donc bien sûr, la première, va demander cette information au cache. Il ne la trouve pas. C'est ce qu'on appelle un défaut de cache. Il ne trouve pas l'information. Donc à ce moment-là, il va s'adresser à la mémoire centrale pour chercher XN. Il trouve donc XN, alors qu'est-ce qu'il fait le microprocesseur? Il recopie cette information dans le cache. Comme ça, si l'on a besoin prochainement, il va la trouver dans le cache au lieu d'aller chercher dans la mémoire centrale. Donc, deux questions que nous allons voir dans ce chapitre. Où placer une information dans le cache? Deuxième question, comment on peut trouver une information dans le cache? Première question, donc où placer une information? Donc ça dépend des caches parce qu'il y a plusieurs types de caches. Dans ces types-là, il y a des caches à correspondance directe, il y a des caches totalement associatifs, il y a des caches associatifs pas ensemble. Alors pour les caches à correspondance directe, dans ces caches-là, on peut placer donc l'information à une adresse unique dans le cache. Et cette adresse-là, on peut la calculer à partir de cette relation. Donc l'adresse dans le cache est égale à l'adresse en mémoire centrale modulo le nombre de places dans le cache. Je rappelle que modulo, ça veut dire quoi? Modulo n est égal au reste de la division par n. On va prendre un exemple ici. L'adresse centrale est égale à 27. Le nombre de places dans le cache 8. Donc l'adresse dans le cache, ça va être 27 modulo 8 est égal à 3. Une petite animation. Donc ici, cette information qui est à l'adresse 27 dans la mémoire centrale va se placer à l'adresse 3 dans le cache.
On va prendre dans un exemple ici un cache avec 8 places. D'accord? Là, c'est les adresses, donc bien sûr, des places dans le cache. Et là, c'est les données dans le cache. Là, c'est la mémoire centrale. Donc, où est-ce qu'on va placer cette information-là qui est à l'adresse 00001? D'accord? Donc, on va faire le calcul comme tout à l'heure. Alors, on a 00001 est égal à 1. Donc, 1 modulo 8 est égal à 1. C'est-à-dire, on va le placer ici, dans cette place-là, d'adresse 1. Sauf que, il y a d'autres informations qui peuvent être placées ici. Par exemple, celle-là, dont l'adresse est 9. Alors, 9 modulo 8 aussi est égal à 1. Donc, elle peut être placée là, ainsi que celle-ci, ainsi que celle-là. D'autres exemples ici, par exemple, là, les places en rouge, la même chose. Elles peuvent être placées à cette adresse-là, dans le cache. Alors, on peut se poser la question, lorsqu'on a cette information-là ici dans le cache, à quelle information dans la mémoire centrale correspond-elle? Donc, pour cela, on va ajouter une autre information dans le cache, ce qu'on appelle l'étiquette. Donc, ici, si vous regardez sur l'adresse en mémoire centrale, là, on a ces 3 bits-là. Ils correspondent à l'adresse en mémoire cache. D'accord? Et les 2 bits qui restent, les 2 bits de poids fort, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Ils renseignent sur quelle information on a dans la mémoire centrale. Donc, par exemple, ici, l'étiquette de celle-là, c'est 00, l'étiquette de celle-ci est 01, ainsi de suite. Donc, ici, on va ajouter l'étiquette. Donc, par exemple, ici, on a cette information-là dont l'étiquette est 01. Donc, quelle information dans la mémoire centrale? Donc, c'est celle-là. C'est celle-ci qui a l'étiquette est égale à 01. Les autres, c'est différent. Maintenant, pour le cache totalement associatif. Un cache totalement associatif, si on peut placer une information n'importe où dans ce cache-là. Voilà. Par exemple, cette information-là, on peut la placer n'importe où. Ça s'appelle un cache associatif. Totalement associatif, pardon. Alors, ce cache-là, il n'est pas intéressant. Il n'est pas pris. Donc, bien sûr, dans les ordinateurs, il n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce que pour retrouver l'information dans ce cache-là, ça prend beaucoup de temps. Il est très long ce cache-là. Parce qu'il faut comparer toutes les informations du cache à cette information-là et ça prend beaucoup de temps. Maintenant, associatif par ensemble. Alors, un cache associatif par ensemble, c'est-à-dire on va définir des ensembles dans le cache. Alors, les ensembles, c'est un ensemble de cases. Alors, une information de la mémoire centrale va être affectée à un ensemble par une relation qu'on va voir ici. Et dans l'ensemble, on peut placer le cache n'importe où et on peut placer l'information n'importe où dans l'ensemble. Donc, bien sûr, l'adresse de l'ensemble, ça va être quoi? L'adresse de l'information modulo le nombre d'ensembles dans le cache. Un exemple ici, on a pris des ensembles. Chaque ensemble, il prend 2 places dans le cache. D'accord? Donc, ici, on va prendre l'exemple ici. On veut placer cette information-là. Donc, on veut savoir quelle est l'adresse de l'ensemble où on peut la placer. Alors, ça va être ça. Donc, cette adresse-là, c'est 17. Et 17 modulo 4 est égal à 1. Parce qu'on a 4 ensembles. Donc, 17 modulo 4 est égal à 1. C'est-à-dire qu'on peut la placer dans l'ensemble 1. Et dans l'ensemble 1, on peut la placer n'importe où. Pardon, là je suis revenu. Alors maintenant, on a présenté 3 types de cache. Quel est le plus important? Quel est le plus intéressant? Alors le cache totalement associatif, on ne s'intéresse pas parce que je vous l'ai dit. Le temps de rechercher une information dans ce cache-là, elle est très lente. Pour le cache à correspondance directe, on l'évite aussi parce que on n'a pas trop le choix dans les places. On a une seule place pour chaque information. Donc, pour retrouver une information, on risque de
d'avoir un défaut. On ne va pas trouver toutes les informations. On a une seule place. Par contre, pour celui-là, associatif par ensemble, c'est le plus intéressant. Donc, on va prendre des ensembles, mais pour choisir ces ensembles-là, il faut donc bien sûr avoir des ensembles ni trop petits pour éviter les défauts, parce que si l'ensemble est petit, on aura des défauts d'information. Si l'ensemble est très grand, on aura le temps d'accès qui est trop grand. Donc, il faut prendre une moyenne des ensembles ni trop petits ni trop grands. Maintenant, comment trouver une information? Alors, pour cela, on va voir la constitution de la mémoire principale ou centrale. Alors, les informations, ils sont de cette façon présentées. On a des blocs d'informations, ce qu'on appelle des blocs. Ces blocs sont constitués par 32 bits ou bien 64 bits dans les microprocesseurs actuels. Donc ici, on a le bloc 1, le bloc d'adresse 0, le bloc d'adresse 4 et le bloc d'adresse 8. Parce que ici, pourquoi ce bloc-là, il a l'adresse 4? Parce que pour le premier bloc, il y a 4 octets. Donc 0, 1, 2, 3. Alors l'octet suivant qui va être dans le bloc suivant, ça va être 4. Donc l'adresse ici, c'est 4. Par contre, l'adresse des octets dans le bloc, ça va être quoi? L'adresse de l'octet est égale à l'adresse du bloc plus le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? C'est la place de l'octet dans le bloc. Alors, vous avez donc les premiers octets, ils ont un déplacement qui est égal à 0. C'est au début des blocs. Pour les deuxièmes, ils ont un déplacement qui est égal à 1. Déplacement 2, déplacement 3. Donc, par exemple, je prends un exemple ici. Cet octet-là, son adresse, c'est quoi? C'est l'adresse du bloc qui est égal à 4, plus le déplacement. Le déplacement de ceux-là, c'est un 2. Donc, 4 plus 2, c'est égal à 6. Son adresse est égale à 6. Voilà. Donc, ici, on va voir le transfert donc, des blocs de la mémoire centrale vers le cache. Alors, pour cela, il faut savoir, pour retrouver une information, donc on a vu, il y a la relation entre l'adresse de la mémoire centrale et l'adresse dans le cache. L'adresse de la mémoire centrale elle est composée de telle sorte comme ça. Il y a une partie donc, pour l'étiquette, une partie pour l'index. L'index, bien sûr, c'est l'adresse du bloc dans le cache. Et une partie qui est l'adresse de l'octet dans le bloc. Ça, c'est pour le cache direct. Pour le cache associatif par ensemble, donc toujours une partie pour l'étiquette, une partie pour l'index, et l'index ici, c'est pas comme dans le cas direct, l'adresse est égale donc à l'adresse de l'ensemble dans le cache. Ici, c'est l'adresse du bloc dans le cache, ici, c'est l'adresse de l'ensemble dans le cache. Et ici, bien sûr, l'adresse toujours de l'octet dans le bloc. Alors, un exemple pour retrouver une information, on présente bien sûr ici notre cache, donc toujours. Ici, donc les adresses, les index. Notre bit ici, c'est un seul bit, ce qu'on appelle le bit de validité, qui peut prendre les valeurs 0, 1. 0, ça veut dire que l'information n'existe pas dans le cache. S'il est égal à 1, ça veut dire que l'information existe dans le cache. Et le reste, bien sûr, ici, l'étiquette, et ici, la donnée qui est sur 32 bits. Alors, comment on va-t-on faire? Ici, donc, on a l'adresse de la mémoire centrale. Donc, la première chose qu'on va faire, on veut voir quelle ligne ou bien quelle entrée du cache à laquelle on va s'adresser. Pour cela, on va prendre donc l'index. Cet index-là va nous donner quel est l'index qu'on va prendre dans le cache. Donc, une fois on a connu l'index, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'étiquette de cette adresse-là et la comparer à l'étiquette du cache avec un circuit comparateur. Donc, bien sûr, si on compare, le résultat est bien égal à 0 ou 1. 0, ça veut dire que les étiquettes sont différentes. 1, ça veut dire que les étiquettes sont les mêmes. Et maintenant, est-ce que l'information, elle est là ou pas? On va voir le bit de validité. Donc, pour on ait cette information-là dans le cache, il faut qu'on ait un bit de validité est égal à 1 et la comparaison, un résultat qui est égal à 1. Parce qu'une porte est, ça va donner, donc bien sûr, 1 fois 1. La sortie, c'est 1, c'est-à-dire, on trouve l'information, c'est un succès. Voilà. On a un succès. Une fois qu'on a trouvé l'information, cette information-là, la donnée, va être donnée au microprocesseur. Maintenant, dans le cas où l'information n'existe pas dans le cache, ici,
qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 actions qui vont se faire. La première action, le cache va signaler au microprocesseur que l'information n'existe pas. D'accord? La deuxième action, le microprocesseur va demander l'information à la mémoire centrale. Avec bien sûr, il va présenter l'étiquette pour savoir cette information-là. Et la troisième action, il va copier cette information-là dans le cache. Quatrième action, il va donner l'information au microprocesseur. D'accord? Maintenant, pour éviter un petit peu les défauts, comment peut-on faire? Là, on a par exemple un exemple, un microprocesseur qui va demander les informations 16, 19 et 17. Alors, il va chercher l'information 16, elle n'est pas dans le cache, c'est-à-dire un défaut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier cette information-là, 16, il va la copier dans le cache. Il va demander l'information 19, il ne trouve pas, il la copie dans le cache. Il va demander l'information 17, il ne la trouve pas, il va la copier dans le cache. Donc, résultat, on a demandé 3 informations avec 3 défauts, on a perdu beaucoup de temps. On change la structure de notre mémoire, dans ce cas-là, comme ça. On prend, au lieu de prendre des octets, on prend des blocs. Donc ici, on a un bloc de 4 octets, la même chose. Donc, dans le même cas, on cherche donc les informations 16, 19, 17. On cherche la 16, on ne la trouve pas bien sûr, elle n'est pas dans le cache. Donc à ce moment-là, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas copier seulement l'information 16 dans le cache, mais il copie l'information 16 avec ses voisines, c'est-à-dire 17, 18, 19. Il remplit toute cette ligne-là. Comme ça, lorsqu'il va demander l'information 19, ici, il va la trouver dans le cache, il ne va pas la chercher dans la mémoire centrale. Il va chercher maintenant, il demande 17, il la trouve aussi dans le cache, succès aussi, c'est bien. Alors regardez, dans le premier cas, on avait 3 défauts. Dans le second cas, ici, on a un défaut, et puis un succès, et un autre succès. Donc, un défaut, un succès, on a gagné beaucoup de temps. Donc c'est ça l'utilisation de la mémoire cache, c'est pour gagner du temps dans l'exécution des programmes par le microprocesseur. Je rappelle aussi que l'utilisation du pipelining qu'on a vu dans le chapitre 4, c'est aussi pour améliorer, pour gagner du temps pour l'exécution des programmes. Alors, il y a un autre cours qui est enseigné en 3e cycle, qui est ce qu'on appelle l'architecture parallèle. C'est un moyen aussi pour, bien sûr, améliorer le temps d'exécution des programmes. Alors, je vous le souhaite si vous continuez dans le chemin ici. D'accord. Merci pour cette séance. Voilà.